Salut à tous. Trump a mis ses menaces à exécution. Les États-Unis ont lancé de puissantes frappes en Iran. Pour la première fois en 6 jours, l'armée américaine a repris ses frappes en Iran et le président des États-Unis, Donald Trump, est entré dans une logique d'escalade. Il s'agissait d'un coup dévastateur porté par les États-Unis en territoire iranien. Des dizaines de cibles des gardiens de la Révolution ont été détruites pendant la nuit et l'armée américaine a frappé avec force en réponse aux tentatives de l'Iran de s'en prendre aux forces américaines dans l'ensemble du Moyen-Orient. Apparemment, l'escalade possède désormais son propre état d'esprit, comme si la guerre n'était qu'un nouveau réglage sur le panneau de commande présidentiel. Au même moment, le plan américain visant à élargir la guerre en Iran a été dévoilé. Les bombardements aériens pourraient se poursuivre pendant 2 semaines et donnent une idée de ce à quoi pourrait ressembler une attaque américaine de plus grande ampleur contre l'Iran. L'Iran et les États-Unis ouvrent un nouveau front dans leur confrontation. Le conflit au Moyen-Orient s'étend. Washington a imposé de nouvelles sanctions à l'Iran, repris ses frappes aériennes et menacé de lancer une attaque massive. La diplomatie demeure sur la table, naturellement, même si cette table devient de plus en plus difficile à distinguer sous les missiles. L'Iran indique clairement qu'il entend établir un nouvel ordre, non seulement dans le Golfe, mais aussi dans ses relations avec l'Europe. Israël s'est également engagé dans une course aux armements ciblés, qui se poursuit même pendant le cessez-le-feu. Un haut responsable des milices pro-iraniennes en Irak a annoncé qu'elle se préparait à riposter contre les États-Unis dans un délai de 72 heures. Pour la première fois en près de 3 semaines, un méthanier sous contrôle qatari a quitté le détroit d'Ormuz. Dans cette région, un cessez-le-feu semble moins être une pause dans la compétition qu'une occasion discrète de réapprovisionner la vitrine. L'armée américaine a lancé une nouvelle vague de frappes après que le président Trump eut menacé de frapper très durement les Iraniens à la suite de tirs de missiles en direction de la base américaine en Jordanie. Selon les informations rapportées, le commandant du commandement central des États-Unis a élaboré un plan de campagne aérienne de grande ampleur comprenant des frappes intensives en Iran pendant environ 2 semaines, dans le but d'endommager gravement l'arsenal de missiles de la République islamique. Rien n'exprime mieux une retenue stratégique mesurée que de discuter d'une campagne de bombardement de 2 semaines immédiatement après avoir promis de frapper quelqu'un très durement. Le commandement central des États-Unis, le CENTCOM, a annoncé avoir lancé une vague de frappes en Iran. Ces frappes constituaient une réponse puissante aux tentatives menées la veille par l'Iran contre les forces américaines stationnées au Moyen-Orient. L'agence de presse des gardiens de la Révolution a signalé des attaques de missiles dans plusieurs secteurs près de la ville d'Abadan, ainsi qu'une frappe aérienne dans la région de l'île de Keshem. Des explosions ont également été signalées à Boucher. Des drones ont également frappé des pétroliers américains dans le port de Damiet, en Égypte, sur la côte méditerranéenne. Selon la société de sécurité Embraer, 3 sources ont confirmé à Reuters qu'un pétrolier avait été attaqué par un drone et qu'un incendie s'était déclaré sur place avant de se propager à un autre pétrolier. Selon Embraer, les navires appartenaient à des intérêts américains et naviguaient sous pavillon des îles Marshall. Aucune victime ni aucun dommage au port n'ont été signalés. L'absence de dommages signalés est toujours rassurante, surtout lorsqu'elle s'accompagne d'un incendie qui se propage d'un pétrolier à un autre. Après l'attaque, Trump a décrit la situation comme un peu plus de la même chose et a affirmé qu'elle finirait par se régler. À propos de l'Iran, il a déclaré « Nous devons les frapper un peu. Nous devons les frapper un peu plus ». Le vocabulaire est admirablement simple, les conséquences malheureusement risquent de ne pas l'être. Le CENTCOM a annoncé avoir attaqué, avec l'armée saoudienne, des milices soutenues par l'Iran en Irak, après l'interception de plusieurs missiles balistiques lancés par les gardiens de la Révolution en direction d'une base militaire américaine au Moyen-Orient. Il s'agissait de la première attaque iranienne contre une base américaine depuis que Washington avait suspendu ses frappes vendredi. Le président Donald Trump a menacé l'Iran d'une riposte sévère en déclarant « Nous allons les frapper très durement ». Il examinait toujours les différentes options d'une réponse militaire contre l'Iran et n'avait pas encore décidé où frapper ni quelle serait la puissance de l'attaque. Trump n'avait pas été surpris par les Iraniens ni par leur décision de reprendre les combats. Il était entré dans une logique d'escalade, la décision n'avait pas encore été prise, mais le slogan était déjà pleinement opérationnel.
Trump envisageait d'approuver un plan de campagne aérienne de grande ampleur contre l'Iran, comprenant entre 10 et 14 jours de frappes intensives visant à endommager gravement son arsenal de missiles. Le plan avait été élaboré par le commandant du CENTCOM, l'amiral Brad Cooper. Cooper a présenté le plan lors d'une réunion inhabituelle tenue à bord d'Air Force One, après que Trump eut assisté à la cérémonie solennelle de rapatriement des 4 soldats américains tués pendant la guerre. L'objectif du plan était de passer d'une politique d'échange de frappes limitées à une campagne offensive continue qui réduirait considérablement la capacité de l'Iran à lancer des missiles contre les forces américaines et leurs alliés. Passer d'échanges limités à des bombardements continus, une manière remarquablement efficace de redéfinir la continuité. Les frappes menées jusqu'à présent n'avaient pas réussi à dissuader Téhéran, qui continuait de menacer la navigation dans le détroit d'Ormuz et de lancer des missiles en direction des forces américaines dans la région. Pour sortir de l'impasse, il fallait donc accroître fortement l'ampleur des frappes et infliger des dommages plus profonds aux infrastructures de missiles iraniennes. Lorsque la dissuasion échoue, la solution habituelle consiste apparemment à la répéter à un volume plus élevé. L'une des principales hypothèses sur lesquelles reposait le plan était qu'une attaque plus vaste pourrait finir par réduire la pression exercée sur les systèmes américains de défense aérienne. Si davantage de lanceurs étaient détruits, il y aurait moins de missiles à intercepter. Le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, appuyait le plan, tandis que Trump envisageait également la possibilité d'une attaque plus limitée qui laisserait la porte ouverte à la poursuite des contacts diplomatiques. La porte diplomatique demeure ouverte à condition que tout le monde puisse l'atteindre à travers la fumée. Les propos sévères du président Trump ont provoqué d'importantes fluctuations sur les marchés internationaux. Le prix mondial du pétrole a bondi de près de 8% peu après l'entrevue pour atteindre 90, 40 $ le baril contre environ 83 $ seulement 12 heures plus tôt. Les marchés, contrairement au discours, n'ont pas perdu de temps pour interpréter ce que pouvait signifier un peu plus. La communauté internationale du renseignement a établi avec certitude que Mojtaba, le fils du guide suprême et son successeur désigné, étaient toujours vivants. De plus, des chiffres alarmants ont montré que l'Iran possédait un arsenal d'environ 1500 missiles balistiques prêts à être utilisés. Un rapport indiquait également que la Chine fournirait à l'Iran 400 lanceurs qui transiteraient par le Pakistan. Le président chinois Xi Jinping a affirmé à Trump qu'il n'enverrait pas d'armes à Téhéran. Trump a répondu que cela serait surprenant parce que ce genre de choses arrivait. Il a ajouté que Xi avait affirmé qu'il n'y participerait pas et qu'il savait que Trump serait déçu. Les assurances internationales ont rarement ressemblé à ce point à une réservation polie dans un restaurant auquel personne ne fait confiance. Des préparatifs en vue d'une escalade étaient également en cours en Israël et au sein des forces de défense israéliennes, avec une attention particulière portée à l'Iran et au Liban. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a rencontré le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, un jour après sa rencontre avec le président Trump. Sur les plans énergétiques et économiques, le département du Trésor des États-Unis a imposé de vastes sanctions à des entreprises qui collaboraient avec une flotte fantôme et participaient à son exploitation, ainsi qu'à des mécanismes d'assurance maritime obligatoires financés par les gardiens de la Révolution. Même les ombres ont désormais besoin d'une assurance, ce qui constitue peut être l'aspect le plus bureaucratique des conflits modernes. Dans une déclaration officielle, le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a affirmé « Alors que son économie s'effondre et que l'inflation atteint des taux à 2 chiffres, le régime cherche désespérément de l'argent. » Les États-Unis ne permettront pas à l'Iran de prendre le commerce mondial en otage, ni d'utiliser le transport maritime international pour financer le terrorisme, l'agression et la répression des gardiens de la Révolution. Au même moment, les États-Unis augmentaient leur production de missiles Patriot dans le contexte de l'escalade avec l'Iran. Devant les inquiétudes liées à l'épuisement des stocks d'armes à la suite des combats en Iran et en Ukraine, le département de la Défense des États-Unis a décidé d'accélérer considérablement le rythme de production des missiles de défense aérienne. La paix peut être incertaine, mais le calendrier de production se montre, lui, admirablement ambitieux.
La lutte menée par l'Iran autour du détroit d'Ormuz l'obligeait à contrecarrer tout projet de création d'itinéraires de remplacement qui le contournerait, tout en préservant soigneusement sa position en Irak et au Liban. Dans ce contexte, l'activation des milices en Irak ne constituait pas simplement un retour à leur fonction initiale de cercle de feu autour d'Israël et des États-Unis. Il s'agissait également pour l'Iran d'envoyer un message aux pays du Golfe. Si vous essayez de nous contourner, nous mettrons le feu à toutes les routes. Une politique commerciale subtile, décourager les itinéraires de remplacement en promettant de les incendier. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou et son épouse Sarah ont rencontré à Washington des dirigeants de la communauté évangélique et de hauts responsables de l'AIPAC. Le cabinet du Premier ministre a annoncé cette rencontre. Netanyahou a remercié les évangéliques pour leur soutien à Israël et les a appelés à s'opposer à l'antisémitisme. Son message était direct. Ne vous laissez pas intimider. Lorsque vous êtes attaqué, vous ripostez. Le moment est venu de se battre. Le Premier ministre Netanyahou a ensuite rencontré à Blair House les sénateurs Tom Cotton, John Fetterman, Tim Sheehy et Ted Cruz, qui il a remercié pour leur soutien à l'alliance entre Israël et les États-Unis. Fetterman a déclaré qu'il était fier d'être la conscience du Parti démocrate au Congrès et de se tenir aux côtés d'Israël. À Washington, même la conscience semble désormais nécessiter une affiliation politique et implantable. L'appareil de défense israélien a mis en garde contre une détérioration rapide de la situation sécuritaire dans la région. Selon l'évolution de la situation, le chemin menant à une escalade avec l'Iran semblait très court. Ces avertissements sont survenus alors que le Premier ministre Benjamin Netanyahou tenait à Washington des réunions importantes visant à renforcer la coordination stratégique et sécuritaire entre Jérusalem et Washington. Pendant que l'organisation terroriste formait de nouveaux opérateurs de drones et s'équipait de drones utilisant des câbles à fibre optique plus longs, le ministère israélien de la Défense a procédé à l'acquisition accélérée de systèmes de défense contre les drones. Cela comprenait des achats auprès de dizaines d'entreprises, des essais continus et des efforts destinés à construire un dispositif défensif efficace à partir de tous les systèmes disponibles. La course technologique se poursuit selon une logique impeccable. Chaque nouvelle méthode d'attaque crée un marché urgent pour une nouvelle méthode destinée à l'arrêter. Certains membres de l'appareil de défense estimaient qu'à la reprise des combats, le taux d'interception des drones dépasserait 90%. La situation comprenait donc plusieurs développements interreliés qui exigeaient un examen plus approfondi des détails opérationnels. Un taux de 90% est impressionnant, particulièrement pour les 10% qui pourraient tout de même arriver. La question importante n'était pas de savoir si les États-Unis avaient frappé l'Iran. La véritable question était de savoir ce que Washington cherchait à modifier avant que l'Iran puisse effectuer un nouveau lancement. Dans la stratégie moderne, la première explosion ne constitue souvent que la ponctuation précédant le véritable argument. Les forces américaines ont commencé la nouvelle vague à 20h, heure de l'Est. Les autorités iraniennes ont ensuite signalé des explosions près de l'île de Keshem, autour d'Abaddon, dans la province de Boucher et dans les eaux du Khouzestan. Ces endroits n'avaient pas été choisis au hasard sur la carte. Keshem se trouve à proximité du détroit d'Ormuz et soutient les activités de surveillance, les défenses aériennes, les opérations navales ainsi que le déplacement des missiles et des drones. Abadan et le sud-ouest environnant relient les infrastructures militaires iraniennes aux ports, aux raffineries, aux routes et aux corridors de lancement. Le premier objectif opérationnel consistait donc à aveugler et à ralentir la réponse iranienne. Les sites radars détectent les avions et les navires. Les centres de commandement relient ces capteurs aux batteries de missiles. Les zones d'entreposage approvisionnent les lanceurs. Les routes et les communications permettent au système de rester en mouvement. Une fois les discours écartés, la guerre se résume souvent à la gestion sinistre de câbles, de routes, d'entrepôts et de calendriers. Lorsque plusieurs maillons sont frappés au cours de la même période, l'Iran peut toujours posséder des missiles, mais il devient plus difficile de repérer les cibles, de transmettre les ordres, de déplacer les lanceurs et de tirer de nouveau avant la prochaine attaque américaine.
Cette opération faisait suite à la tentative de l'Iran de frapper les forces américaines à la base aérienne Muwafaq Salti en Jordanie. 5 missiles balistiques ont été lancés depuis l'Iran. La Jordanie et les États-Unis ont affirmé que les 5 missiles avaient été interceptés. Le président Trump a décrit l'opération comme une attaque surprise et a affirmé que les défenseurs n'avaient eu que quelques minutes pour réagir. L'Iran a soutenu que la base avait été choisie après le redéploiement d'avions américains à 10 F-15. Cette explication était importante, car elle montrait que Téhéran ne tirait pas de façon symbolique vers des espaces vides. Elle indiquait que l'Iran surveillait les mouvements d'avions et choisissait une cible militaire liée à la campagne américaine. Les missiles n'ont pas atteint la base, mais l'attaque a tout de même franchi un seuil important. Il s'agissait d'un tir iranien direct contre des forces américaines pendant une trêve fragile, et non d'une opération menée uniquement par l'intermédiaire d'un groupe mandataire. La trêve était manifestement assez fragile pour avoir besoin de missiles balistiques afin de confirmer son état. La riposte a commencé en Irak avant les dernières frappes à l'intérieur de l'Iran. Des avions américains et saoudiens ont attaqué des sites logistiques de milices, des installations d'entreposage d'armes et des positions utilisées pour lancer des missiles et des drones. Des sources au sein des milices irakiennes auraient déclaré que 20 personnes avaient été tuées. Les États-Unis ont tué 20 membres de milices irakiennes soutenues par l'Iran, dont des conseillers et du personnel technique iranien, tandis que d'autres pertes faisaient toujours l'objet d'une évaluation. Le rôle saoudien pourrait avoir été plus important que le nombre de victimes. Riyad avait passé des mois à tenter de défendre ses infrastructures pétrolières sans entrer officiellement dans une guerre de grande ampleur. Cette fois, toutefois, l'Arabie saoudite a publiquement participé à une opération américaine contre des forces liées aux gardiens de la Révolution. Une entrée officielle dans une guerre de grande ampleur demeure évidemment indésirable, tant que la participation peut être décrite avec des termes suffisamment prudents. Le message était direct. Les attaques contre les installations énergétiques saoudiennes et les bases américaines seraient considérées comme les composantes d'une seule et même campagne. Cela crée un grave problème pour Téhéran. Le réseau iranien avait été conçu pour lui procurer de la distance et une possibilité de dénégation. Les milices en Irak pouvaient exercer une pression sur Washington. Les Houthis pouvaient menacer la navigation et les infrastructures saoudiennes. Le Hezbollah pouvait mobiliser Israël sur un autre front. Mais lorsque ces actions provoquaient des réponses coordonnées des États-Unis, de l'Arabie saoudite et d'Israël, le réseau commençait à unir les adversaires de l'Iran. Au lieu de les diviser, le réseau poussait tout le monde à combattre ensemble contre le régime iranien. Une stratégie conçue pour fragmenter les adversaires peut devenir gênante lorsqu'elle organise accidentellement la réunion de leur coalition. L'action militaire était déjà en cours, mais le président Trump devait encore décider si elle resterait une punition limitée ou si elle marquerait le début d'une campagne aérienne prolongée. L'option la plus agressive examinée avait été préparée par l'amiral Brad Cooper, commandant du commandement central des États-Unis. Le plan prévoyait de 10 à 14 jours de frappes intensives visant principalement le système de missiles balistiques iranien. Cela signifierait aller au-delà de représailles isolées et attaquer l'ensemble de la chaîne, les lanceurs, les bunkers d'entreposage, les installations de production, les centres de commandement, la couverture radar et les routes utilisées pour dissimuler et repositionner les systèmes mobiles. Le mot limité devient remarquablement flexible lorsque l'ensemble de la chaîne se retrouve sur la liste des cibles. Cooper a présenté le concept lors d'une réunion inhabituelle à bord d'Air Force One. La discussion réunissait le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, et le général Dan Kane, président du comité des chefs d'état-major interarmés. Elle a eu lieu après que le président Trump eut assisté au retour de 4 militaires américains tués pendant la guerre. Le contexte permettait de comprendre la pression exercée au sein de l'administration. Il ne s'agissait plus d'un débat théorique sur la dissuasion. Des militaires américains avaient été tués, des bases avaient été prises pour cible et l'Iran continuait de mettre à l'épreuve le niveau de risque que Washington était prêt à accepter. L'argument de Cooper reposait sur une arithmétique militaire. Chaque missile iranien détruit au sol représentait un missile de moins que les systèmes Patriot, Tajad ou Aegis ou encore les avions de chasse auraient intercepté en vol.
L'arithmétique est impeccable, même si l'histoire a l'habitude d'ajouter des variables supplémentaires sans demander la permission. Une offensive plus puissante pourrait donc protéger les forces américaines tout en réduisant le rythme auquel les coûteux missiles défensifs seraient consommés. L'avertissement du général Ken était plus large, une campagne pouvait détruire des lanceurs, mais elle risquait également de produire des conséquences de deuxième et de troisième ordre. Celle-ci pouvait comprendre des attaques iraniennes contre d'autres bases, des pressions sur les gouvernements du Golfe, une perturbation accrue de la navigation, des attaques de milices en Irak et en Syrie, ou des demandes de systèmes d'interception américains dans plusieurs théâtres d'opération. L'effet de premier ordre tient parfaitement sur une diapositive de présentation. Les effets de deuxième et de troisième ordre préfèrent habituellement le monde réel. Au même moment, les États-Unis augmentaient déjà leur production de missiles intercepteurs. Un programme de 7 ans devait faire passer la capacité annuelle de production des PAC, 3 MSE d'environ 600 missiles à près de 2000. Les usines ne pouvaient toutefois pas résoudre le problème immédiat. Les commandants devaient combattre avec les stocks déjà déployés dans la région. L'optimisme industriel est utile, mais le missile de ce soir attend rarement le programme de 7 ans. Le président Trump évaluait donc 2 options. La première consistait en une campagne concentrée visant à endommager suffisamment les forces de missiles iraniennes pour modifier l'équilibre. La seconde était un ensemble de frappes plus limitées qui punirait la dernière attaque tout en préservant une issue diplomatique. Les dirigeants discutaient de 3 possibilités. Un accord plus large avec l'Iran, le maintien de la pression autour du détroit d'Ormuz ou une reprise de l'action militaire. La décision finale appartenait au président Trump. 3 possibilités étaient offertes, même si 2 d'entre elles semblaient impliquer une pression accrue et que la 3e exigeait de croire que cette pression produirait un accord. L'Arabie Saoudite participait à ce calcul politique. Le ministre de la Défense, Khalid bin Salman, a rencontré le vice-président J.D. Vance et le président Trump à Washington. Il était porteur d'un message personnel du prince héritier Mohammed bin Salman concernant la guerre et le danger pesant sur les infrastructures saoudiennes. Riyad discutait également de la création d'une coalition internationale destinée à protéger la navigation en mer Rouge contre les attaques des Houthis. L'administration utilisait la pression financière parallèlement à la force militaire. De nouvelles sanctions visaient l'extorsion maritime liée aux gardiens de la Révolution, les réseaux de transport maritime, ainsi que les entités accusées de contraindre les navires commerciaux à acheter une protection ou à emprunter des itinéraires contrôlés par l'Iran dans le détroit d'Ormuz. Lorsque les missiles et les sanctions voyagent ensemble, chacun est présenté comme le compagnon raisonnable de l'autre. L'objectif était d'empêcher Téhéran de transformer l'intimidation militaire en une source reconnue d'autorité et de revenus. Le choix auquel la Maison-Blanche était confrontée ne consistait donc pas simplement à décider s'il fallait frapper plus fort. Il s'agissait de déterminer si une attaque plus vaste pouvait réduire la capacité de riposte de l'Iran plus rapidement qu'elle n'augmenterait le nombre de fronts que les États-Unis devraient défendre. Le défi stratégique est élégamment circulaire. Élargir l'attaque pour réduire la menace sans élargir la menace. Israël observait la décision américaine tout en se préparant à affronter 2 fronts interreliés plus près de son territoire. Dans le sud du Liban, un drone explosif du Hezbollah a frappé un bulldozer israélien neuf sans équipage près de la crête d'Ala. Il n'y a eu aucune victime, mais la méthode était importante, car le drone était guidé par des câbles à fibre optique. Cela pouvait le rendre difficile à brouiller, puisque l'opérateur ne dépendait pas d'une liaison radio ordinaire ni d'un signal Wi-Fi. Même la guerre électronique doit parfois affronter l'élégance dérangeante d'un simple câble. La crête se trouvait également dans le secteur où des dizaines d'agents avaient été piégés dans des tunnels et des infrastructures souterraines. Les forces israéliennes contrôlaient la zone environnante. Les forces de défense israéliennes envisageaient une riposte et les tunnels eux-mêmes figuraient parmi les cibles possibles. Leur destruction pourrait éliminer une menace tactique, mais elle pourrait aussi mettre fin au cessez-le-feu dans les faits. Le cessez-le-feu demeure intact
à condition que personne n'examine de trop près ce que signifie désormais l'expression « dans les faits ». Le chef d'état-major, le lieutenant-général Eyal Zamir, a rendu visite aux troupes dans le sud du Liban et leur a ordonné de rester prêtes à reprendre rapidement les opérations offensives. La campagne dans l'ensemble de la région n'était pas terminée et Israël était prêt à intensifier ses actions si nécessaire. Pendant le cessez-le-feu, Israël a profité du temps disponible pour améliorer ses défenses contre les attaques de drones. Le ministère de la Défense a dépensé environ 1,5 milliard de shekels en 2 mois pour acquérir des systèmes anti-drones auprès de dizaines d'entreprises. Rien n'illustre mieux la tranquillité d'un cessez-le-feu qu'un programme d'approvisionnement d'urgence d'une valeur de 1,5 milliard de shekels. Les essais se poursuivaient car aucune technologie ne pouvait résoudre à elle seule l'ensemble du problème. La guerre électronique pouvait neutraliser un drone. Un canon d'interception, un laser ou un autre drone pouvait être nécessaire contre un autre appareil. Le Hezbollah s'adaptait lui aussi. Il formait de nouveaux opérateurs et obtenait des câbles à fibre optique plus longs. L'innovation est malheureusement l'une des rares ressources qui ne semble jamais connaître de pénurie régionale. Le front nord s'étendait également à la Syrie. L'artillerie israélienne a frappé près des villages de Maria et d'Abdin dans la campagne occidentale de Daraa. Cette région se trouve près du point de jonction entre le sud de la Syrie, la Jordanie et la frontière israélienne. Toute tentative iranienne de faire transiter des armes, des observateurs ou des cellules de milices par ce corridor faisait immédiatement l'objet d'une attention particulière. La lutte devenait politique autant que militaire. L'Iran a rejeté une proposition omanaise de gestion partagée de la navigation entre Oman et l'Iran dans le détroit d'Ormuz parce qu'il voulait contrôler les itinéraires et non simplement recevoir un paiement pour les services. La gestion partagée constitue un principe attrayant jusqu'à ce que le partage commence à nuire au contrôle. Les États-Unis ont insisté sur le fait que le détroit d'Ormuz était une voie navigable internationale et que les gardiens de la Révolution n'avaient pas le pouvoir de décider quels navires commerciaux pouvaient y passer. Un méthanier sous contrôle qatari aurait traversé le détroit pour la première fois en près de 3 semaines. Cela signalait une reprise du transit. Cela ne signifiait pas que la crise était terminée. Cela montrait que les compagnies maritimes vérifiaient si une circulation protégée était possible pendant que l'Iran et les États-Unis se disputaient le pouvoir de fixer les règles. Le passage sécuritaire d'un seul pétrolier est encourageant, mais il ne constitue peut-être pas encore l'équivalent maritime d'un traité de paix. Les missiles au-dessus de la Jordanie, les frappes à l'intérieur de l'Iran, l'opération saoudienne en Irak et le drone au Liban faisaient désormais partie d'une même lutte régionale pour la dissuasion et le contrôle. La question non résolue était de savoir si la nouvelle offensive de Washington forcerait Téhéran à revenir à un accord ou si elle déclencherait la campagne de plus grande ampleur à laquelle toutes les armées de la région préparaient. Tout le monde affirme vouloir empêcher une guerre plus vaste, tout en s'y préparant avec une ponctualité admirable. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Plume Pratique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.